Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 57, Play Ball. Mariano is 0 for 2. Grounded to Simmons. Simmons has it, and now Andrus is going to be in a rundown. It'll be Andrus is knocked over, and they're going to call interference on the catcher, and the run's going to score. Rortvedt ran into Elvis Andrus, and when that happens in a rundown, it's interference. A huge break for the A's. Elvis Andrus. Et puis bienvenue, c'est l'épisode numéro 57 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle semaine. Et pour m'aider, comme chaque semaine, à présenter, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas ? Salut Guillaume, c'est le numéro 57. Est-ce que tu sais ce que c'est que le numéro 57 ? Ah bah il y a sûrement eu un joueur qui l'a porté, mais... Non, rien à voir. Ah, c'est le nombre de victoires que vont avoir les Colorado Rockies à la fin de la saison. 57. Et les Twins aussi, je pense, ou même à mon avis, ça va être une addition. Oh, vous serez peut-être à 58 ou 59. Ouais, ça va être une addition entre les scores. T'as passé une bonne semaine de baseball, Guillaume ? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on va enchaîner sur un très bon épisode, j'espère. Vas-y, parce qu'en plus, on a une invitée cette semaine. Et j'ai bien dit une invitée. Eh ouais, mec, on reçoit... Tu sais, c'est une personne de l'ombre. Les personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, dont on ne parle pas, Guillaume. Tu sais, c'est un peu c'est les nerds du baseball. C'est les gens qui... C'est les greffiers du baseball. C'est les gens qui notent tout, mais qu'on ne voit jamais, dont on ne parle pas assez. Donc on est ravis de recevoir Aude Fatou pour nous parler du scorage dans le baseball aujourd'hui. Salut Aude, comment ça va ? Bonsoir Guillaume et bonsoir Mike, ça va très bien. Et ouais, mais nous aussi, et puis on est très très contents, ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode. À chaque fois on a repoussé parce que, bon, moi personnellement je suis vraiment une brêle en scorage, j'arrive à lire une feuille mais j'ai jamais appris à scorer, donc on va apprendre, j'espère que je vais apprendre plein de choses, mais c'était ce qu'on s'était dit, on a fait des entraîneurs, on a fait des joueurs, on a fait des supporters, on a fait des arbitres, mais on n'avait jamais vu quelqu'un avec nous pour parler de scorage, et on s'est dit qui de mieux que la prêtresse du scorage en France. Et donc voilà, tout le monde, quand on disait il faut qu'on parle de scorage, on nous disait faut parler à Aude Fatou, donc voilà, c'est pour ça qu'on est très 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 content de t'avoir dans cet épisode. On va enchaîner tout de suite avant d'attaquer sur ta présentation, Aude, on va enchaîner tout de suite avec les news. Je vous mets le jingle et on se retrouve juste après. Ouais, donc c'est les news. Moi, j'en avais deux petites. Je vais commencer avec les miennes tranquillement. On en avait parlé la semaine dernière, mais il y a Carlos Puyol donc qui a passé le Designated for Assignment. Il est redevenu libre de tout contrat, bien qu'il soit payé de toute façon encore jusqu'à la fin de l'année par les Angels. Et moi, je pensais vraiment qu'il allait aller aux Cards, et apparemment non, Mike, il ne va pas retourner dans sa franchise historique, on va dire, et il va aller dans une autre équipe de Los Angeles, il va aller jouer chez les Dodgers. Et ben ça, si c'était pas une surprise, franchement, donc ça leur fait combien de Cy Young et de MVP dans leur équipe? Ça leur fait 4 MVP. Betts, Bellinger, Kershaw et Puyol. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça fait vraiment ring chaser, tu sais, un peu comme en NBA, un peu comme ce qu'avait pu faire le Shaq à la fin de sa carrière, où le gars avait multiplié les signatures dans des équipes pour tenter d'aller prendre une bague supplémentaire. Là, ce que fait Albert Puyol, bon, t'as deux éléments. L'un des premiers éléments qui est évoqué, c'est qu'il a vécu à LA depuis 10 ans, donc sa famille est installée et tout, c'était plus facile pour lui de rester par là, etc. L'autre, bon bah elle est claire et nette, hein, c'est qu'il veut aller chercher une bague avant de s'en aller, c'est tout. Enfin, et le move du côté des Dodgers, bon, mec, Peterson, enfin tu vois, tu lâches Kike Hernandez, tu reprends Albert Puyol, je sais pas c'est quoi le bon move sur cette saison. Moi j'ai des doutes, mais on verra. Pour moi, c'est pas, je pense pas que c'est ce qu'on va retenir de sa carrière à la fin. Non, mais bon, enfin, le truc, c'est que là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas lui qui a demandé à partir des Angels, c'est les Angels qui l'ont lâché et qu'ensuite après il a fait là où on a bien voulu aller le chercher. Donc moi je suis surtout content. Il y avait 4-5 franchises, hein.
qui était sur lui. Donc à mon avis, je sais pas combien d'at-bats il va avoir chez les Dodgers, mais je pense qu'il aurait peut-être pu aller ailleurs pour en avoir un peu plus. Et ben moi je suis quand même content qu'il aille jouer dans une autre équipe et j'espère que ce sera quand même la dernière saison qu'on le verra, que ça sert à rien d'étirer le truc trop longtemps, donc voilà. La deuxième news dont je voulais parler, c'est que ça y est Mike, on est déjà à 5 no-hitters depuis le début de la saison. Ça fait moins de 6 semaines, sinon ça doit faire 6 semaines qu'on joue, 6 ou 7 semaines, on est déjà à 5 no-hitters. Le record sur une saison entière de MLB c'est 7. Je pense que voilà, on risque effectivement, comme tu l'as dit il y a quelques temps, de largement dépasser le record de no-hitter. On va avoir une balle qui va être juste dans le sens inverse de ce qu'il nous avait fait il y a 2 ans, donc voilà. Mais c'est même pas ça le pire. Le pire, Ah, il y a pire. c'est qu'il y a eu, bah oui, il y a eu 5 no-hitters, mais combien on a vu de presque no-hitters? Le Manaea, là, qui s'est pété en 7ème manche, etc. C'est-à-dire qu'on en a eu 5, mais on aurait pu en avoir, mais tellement plus! Il y en a un 6ème qui a pas été compté, puisque c'est Madison Bumgarner qui le fait en 7 J'allais te manches. dire, il y a Bumgarner qui le fait en 7. En fait, en gros, là, on aurait déjà pu avoir atteint le record. Donc, je sais pas, mais attends, juste parce que du coup, ça m'intéresse. Aude, t'as déjà scoré un no-hitter ou un perfect game? Oh, la classe. Oh, oui. Oh, la classe! C'était, vas-y, Et pour la blague raconte-nous. aussi, c'était sur la dernière finale D1, enfin qui s'était jouée à Montigny, il y en a eu d'autres après, mais il y avait, je crois que c'était Ozanic qui était au monticule, et donc Ouais, c'est celui d'Owin Ozanic. le principe, c'est qu'on dit pas qu'on est sur un perfect quand on est sur un perfect. Ouais. Et en fait, je supervisais play by play, et tout le monde passait en disant ah on est en perfect et tout, puis moi je faisais style bah non, enfin voilà, et il y en a plein qui se disaient mais je suis vraiment le match et tout. Et c'était super drôle parce que jusqu'à la fin, mais même à Rouen ils en parlaient pas parce qu'ils respectaient vraiment la tradition et tout. Et donc à la fin, il y a une espèce de balle un peu pourrie qui tombe entre l'infield et l'outfield, et on voit Ajiwara qui court vers, et en fait il s'arrache pas, mais parce que c'est un hit quoi, clairement elle est entre les deux, enfin voilà. Et en fait à la fin du match, parce que je connais un peu les joueurs et tout, et Kenji fait putain mais fallait me dire que c'était un perfect, moi je me serais trop arraché les mecs et tout, et c'était trop drôle. Et vraiment il y a des personnes qui ont vraiment pensé que je ne suivais pas le match à dire qu'on était sur voilà, c'était drôle. Non, mais attends, ce match, il est assez mythique parce que Owen Ozanic, il en parle. Tu sais, notre ami Chris Gogno a créé une chaîne YouTube qui donc Pitching is the name of the game, et il a Owen Ozanic, et Owen Ozanic raconte que sur ce match-là, normalement, Ozanic devait pas, je crois, lancer trop, et en fait, Keno Perez le laisse parce que justement, il y a le perfect game. Exactement. Et Owen Ozanic dit à tout moment. Premier hit, premier bébé que je prends, je sors direct. je le savais, donc c'est encore pire que tout parce qu'il avait cette pression et il l'a réussi. Ah ouais, donc t'as scoré ce match, ça devait être. Est-ce que vraiment tu. Bah en fait, ce qui est terrible à ce match aussi, bah après, moi je suis de Montigny, hein, mais c'est le home run en fait. Désolé pour le champ gauche de ce jour-là, mais avec un vrai champ gauche, il y a pas le home run quoi. Elle tape juste la ligne. Enfin, si t'as un vrai champ qui court et qui saute, cette balle, elle est pas home run, quoi. Et vraiment, elle tape juste au-dessus, sur la ligne. À Montigny, on a un grand grillage, donc ça se voit très bien, quoi. Ouais. Et bon, voilà, c'était un jeune champ gauche. Je tairai son nom, mais il sait qu'il était là-bas. Et avec son papa dans les tribunes, accessoirement. Et du coup, ouais, enfin, c'était terrible parce que en plus, enfin, voilà, ce match était magnifique. Et j'étais hyper triste. Et franchement, ça aurait pas été Montigny, j'aurais été triste pareil pour le lanceur parce que c'était moche, quoi. Pour le coup, c'était bien pour moi. C'est une victoire 1-0, non? C'est ça l'idée? C'est ça, ouais. Ouais, c'était un match de fou en fait. Il était magnifique ce match. Et c'est un vrai duel de lanceurs incroyable. Ah, quelle sensation de dingue de pouvoir scorer ou même de pouvoir arbitrer. Est-ce que alors ça va, mais est-ce que par exemple si tu te mets la pression en te disant ok, même si c'est pas un perfect game, ça peut devenir un no-hitter. Est-ce que genre sur un truc un peu chaud, t'hésites à scorer une erreur? Bah non, mais clairement là, le truc de Ajiwara, en fait, on s'est regardé à plusieurs et tout, et je fais non mais jamais de la vie, c'est un hit quoi, on peut pas aller reprocher à qui que ce soit. Je sais plus si c'était Luc Piquet ou pas en deuxième base, mais habituellement c'est lui. Et vraiment c'était compliqué d'aller reculer la prendre. Enfin vraiment, elle est pile dans le trou, on peut pas reprocher quoi que ce soit. Et moi c'est vrai que je tiens pas compte de ça. Je sais qu'en MLB parfois c'est quand même influencé, clairement, mais il y a d'autres enjeux derrière. Nous on a l'avantage que les joueurs, il y a pas spécialement une prime de match, voilà. Mais il y a quand même des joueurs qui viennent des fois, notamment des lanceurs dont je tairai le nom, qui viennent à la fin des matchs essayer de négocier en disant mais ce point-là il est pas mérité en fait. Voilà, donc même en France on a ça.
Moi, c'était les deux news donc que j'avais. Il y avait pas grand-chose de plus dans ma besace. Aude, je sais que tu avais... Mike, je te donnerai la parole après, mais déjà, j'ai piqué la parole et l'initiative à Aude, donc je vais quand même lui rendre avant toi. Aude, il y avait une news dont tu voulais parler qui te tenait à cœur. Ouais, bah c'est la news sur le fait que dans l'effectif des Yankees ont été testés 8 joueurs positifs par rapport à la Covid, alors qu'ils ont été vaccinés le mois dernier. Les équipes en fait ont fait le choix de prendre un vaccin qui se fait en une injection, je pense pour gagner du temps et que les joueurs soient protégés rapidement. Et la question qui se pose, c'est voilà, ces joueurs ils sont positifs a priori de ce que j'ai pu lire, ils sont pas symptomatiques, donc c'est pas des joueurs qui vont où leur santé est mise en jeu, mais pour l'instant ils vont être écartés des terrains. Et puis il y a la question de à partir de combien dans l'effectif, comment on peut jouer, etc. Et on peut se poser la même question après nous quand on va revenir sur les terrains, comment ça va se passer si on nous demande des tests, par exemple au Challenge de France ou voilà. C'est des vraies questions parce que personnellement je l'ai vécu parce que étant personnel soignant j'ai été vacciné et 3 semaines après la vaccination on a eu le Covid à la maison. J'étais positive, j'étais asymptomatique, mais j'ai pas eu le droit d'aller travailler. Donc c'est une vraie question de qu'est-ce qu'on fait quand on est positif alors qu'on n'est pas malade. Est-ce qu'on est vraiment dangereux pour les autres ou pas et ça va se poser dans nos sports, je pense. Ouais, puis c'est surtout que déjà l'année dernière, excuse-moi Mike, mais déjà l'année dernière, ça avait posé des gros soucis et tu demandais comment ça allait se passer, mais on voit que l'année dernière sur la ligue National League East, c'était compliqué puisqu'on a eu les Marlins qui a eu une hécatombe dans l'équipe et ensuite il y a eu une hécatombe chez les Cards. Mike, je te rends la parole parce que Ouais, c'est un troll. Non mais parce que en fait oui, le truc c'est que le cas des Yankees comment dire, il est effectivement flippant, mais il y a eu les Astros il y a quelques semaines qui ont eu la même chose, qui ont eu une grosse partie. Les Twins en ont eu quelques-uns. En tout début de saison, ils les ont eu, ouais. Il y a eu JT Realmuto chez les Phillies là qui a pas joué pendant un temps et en fait on se rend compte et c'est exactement ce que tu dis que on a ouvert les stades dans certains stades, la jauge n'existe plus. Enfin au Texas ils étaient je sais pas combien 44 000 sur certains matchs etc. Et donc en fait on réouvre tout ça en faisant croire qu'effectivement c'est bon, tout le monde est vacciné, tout le monde va, mais on a peut-être un peu rushé le truc et que le trauma de 2020 avec la perte qu'ils ont eu les a amenés à faire ça. Donc est-ce que c'était la bonne solution ou pas, j'en sais rien, mais il y a un vrai problème d'équité qui se pose et t'as raison là-dessus, c'est que qu'est-ce qu'on fait quoi? Les mecs ils perdent 5 ou 6 joueurs titulaires de leur line-up, tu les fais jouer, mais ça influence réellement la saison régulière parce que on parle pas d'une absence sur un match. Les Astros, ils ont eu une sale phase, mais ils ont eu une sale phase parce qu'ils ont eu beaucoup de mecs qui ont été en Covid pendant un moment et ça a été très très dur pour eux de pouvoir remplir ces trous dans l'effectif. Et du coup, ça fait la transition parfaite, ta news Aude, parce que on a eu la communication qui a été faite via le gouvernement et qui est redescendue par la fédération, c'est que les championnats ne pourront reprendre qu'à partir du 9 juin. Mais la reprise à partir du 9 juin, elle a un impact qui est extrêmement important pour les équipes françaises, c'est que ça va retarder bien plus la préparation aux événements et aux grosses échéances européennes qu'on va avoir. On parle de la SEP Cup pour Sénart, on parle de la Coupe d'Europe pour Rouen, on parle des championnats d'Europe pour l'équipe de France qui vont avoir lieu. Là, ils vont affronter des équipes qu'elles soient des équipes de l'Est, qu'elles soient tchèques, ukrainiennes, les équipes allemandes, les équipes du Nord. Les championnats ont repris. Les championnats sont en cours, les championnats ont repris. Donc en fait, eux, ils vont arriver avec quasiment 2 mois de retard. Donc toi qui es un petit peu plus là-dedans, Aude, un peu plus dans l'organisation, dans certaines commissions, dans la gestion d'un club, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette décision ? Est-ce que c'est vraiment handicapant ? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement ou est-ce qu'on n'avait pas le choix ? Là, ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que le 9 juin, ça correspond aussi au passage en phase 6, c'est-à-dire, pour les seniors en tout cas, c'est-à-dire des matchs avec opposition. Ça veut dire que les équipes en fait n'ont pas de temps de préparation avant le début de la saison. C'est-à-dire que les équipes qui respectent réellement les règles sanitaires, et il y en a, ne seront pas préparées, alors que celles qui font déjà des matchs avec opposition, parce qu'il y en a, auront quand même un peu d'avance, et ça c'est vrai que c'est... dans une situation sanitaire comme celle-là, c'est un peu gênant, quoi. Après, la fédération, elle était complètement pieds et poings liés par rapport aux décisions ministérielles. Donc déjà, on reprend au plus tôt qu'on peut. Et c'est parce qu'il y a eu il y a beaucoup de discussions et il y a des gros enjeux. Et je pense que vraiment nos élus là-dessus, ils
ils étaient vraiment au credo là-dessus. C'est pour ça qu'on arrive à avoir une saison, parce qu'il y a des sports qui auront non plus pas forcément une saison cette année. Donc on a déjà la chance de reprendre, mais c'est vrai que c'est pas dans des conditions optimales. Et par rapport à la SEP Cup, c'est vrai que c'est que tout récemment, je crois que c'est la semaine dernière qu'ils ont réellement validé le fait que la SEP Cup se fera. Le planning, ouais. Voilà, il y a une réunion la semaine dernière, parce que il y a aussi certaines équipes qui ont fait valoir que la France quand même est vue comme un pays plein de Covid, et il y avait des équipes qui avaient quand même mis sur, ils étaient pas certaines de vouloir venir en France, hein. Et puis il y a aussi la question de quand on va se déplacer, est-ce qu'il y aura des mesures d'isolement au retour, etc. Parce que pour les joueurs, c'est pas tout à fait pareil de se dire je m'en vais une semaine, ou je m'en vais une semaine et quand je reviens, j'ai une semaine chez moi isolée. Voilà, tous les effectifs sont pas pros, hein, donc c'est pas très très simple. Ouais, c'est vrai qu'on s'est posé la question pendant un moment justement, est-ce que la SEP Cup allait avoir lieu? Donc c'est vrai que là, aux dernières informations, pour le moment c'est validé. Moi j'ai encore tendance à dire pour le moment parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver de toute façon. Donc oui, Mike, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que le truc, c'est l'argument qui est mis en avant, et là je veux bien votre avis à tous les deux, c'est le baseball est considéré comme un sport de contact. Donc au même titre que le foot, le basket, le rugby, le baseball est considéré comme un sport de contact. Donc c'est-à-dire qu'on est dans cette même caste-là. Moi je regarde quelques matchs, comme ça m'arrive, hein. Des fois je regarde des matchs et tout, j'ai un peu joué, j'ai quand même pas le sentiment qu'on soit réellement un sport de contact. Donc moi je veux savoir pourquoi on est dans cette casse-là et pourquoi on n'est pas comme le tennis par exemple. Moi, pour avoir été, à la demande du président Simier l'année dernière, il m'a demandé de venir à une réunion de la task force Covid là, qui avait été mise en place en avril, parce que je suis médecin en fait dans la vie hors dehors des terrains, et en fait on a eu des discussions avec la médecin fédérale, et il y a un joueur qui est vraiment vulnérable par rapport à la Covid, c'est le catcheur. Parce que pour les contacts à risque, en fait, on parlait au départ d'un quart d'heure, et maintenant on parle d'un quart d'heure cumulé. Et c'est vrai que le catcheur, pendant le match, il fait tout le match, il se prend des joueurs qui défilent à côté de lui. Alors c'est vrai, un at-bat en soi dure rarement un quart d'heure, mais tout ça cumulé, il est quand même très exposé. Et c'est ça en fait surtout qui est le point problématique. Je me souviens que dans cette réunion, on avait parlé du première base. C'est plus gênant au soft ou chez les jeunes qu'au baseball, puisqu'au baseball senior, on a un lead, donc quand même il y a une distance. Mais c'est vrai que après il y a aussi le fait que les autorités connaissent pas forcément notre sport. Et s'ils regardent à la télé, ils voient les charges au marbre ou des trucs comme ça, tu vois, des doubles jeux cassés, ou des choses qu'on peut regarder si tu tapes baseball sur internet, si tu regardes des vidéos, tu vas trouver des contacts, quoi. Ouais, les vidéos d'il y a 5 ans. Je sais pas, tu regardes Puig, tu le vois arriver au marbre, tu sais qu'il y a un contact, les mecs, ils ont vu Chase Utley, ça. Donc je pense que ça joue aussi, et de toute façon, en fait, on est dans la catégorie sport collectif. Et les sports collectifs, d'une manière générale, à ma connaissance, il y en a pas qui ont été considérés comme n'étant pas des sports de contact, en fait. Donc je pense que c'est ce double enjeu-là qui fait qu'on a de ces mesures qui doivent être prises, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Aude, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que c'est dans la terminologie que le problème est, c'est pas un sport de contact, mais c'est un sport de proximité. Et je suis content que tu reprennes l'exemple du première base, mais moi j'aurais mis tout l'infield en fait à l'intérieur, tous les joueurs d'infield qui sont en fait, quand t'es en outfield t'es loin, hein, t'es ceux qu'on met derrière et qui ont pas trop de contact, ils ont déjà pas de contact entre eux, donc pour avoir du contact avec les autres équipes c'est compliqué. Non mais ce que je veux dire c'est que effectivement t'es toujours plus ou moins en contact, même si t'as le lead et tout ça, t'as les gens qui arrivent sur ta base, qui passent à côté, tu peux pas t'empêcher de discuter de toute façon quoi qu'il en est, même un petit bonjour, un petit truc comme ça. Donc je pense que oui, le terme contact est pas adapté, mais moi je dirais que c'est un sport de proximité. Enfin, je pense que si on dit ça, on est bon, non? Ouais, je suis d'accord. Non, mais voilà, c'était juste qu'il fallait je suis d'accord avec toi, c'est la terminologie contact qui est peut-être pas la bonne, mais t'as quand même une certaine, t'as une interaction entre les joueurs. Et du coup, en parlant d'interaction, Aude, oui. Tu veux bien nous dire qui tu es, c'est quoi ton interaction avec le baseball, d'où tu viens, comment t'as commencé, c'est quoi ton histoire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment tu vis ta passion du baseball, tout ça. Ça nous intéresse et je suis sûr que ça intéresse beaucoup nos millions d'auditeurs. Alors moi, mon rôle ces derniers mois, j'étais responsable de la boutique du club de Montigny-le-Bretonneux. Voilà. Et je peux vous assurer que se manger la Covid quand on vient de rouvrir la boutique et qu'on a commandé tous les suites pour le club,
Voilà. Ah, c'est les boules. Ah ouais, c'est les boules. C'était vraiment les Ouais. boules. Ça fait un peu de stock, ouais. Voilà, ça veut dire voilà. En plus, il y a des choses qu'on pouvait pas trop stocker. Enfin bref, chez moi, il y avait des cartons partout à cause de ça. Donc voilà. Et sinon, en fait, moi, le baseball, j'ai commencé par le biais de l'UNSS. Je sais qu'il y a eu des podcasts où vous avez parlé un peu de l'UNSS. Ça existait il y a très longtemps, l'UNSS. Quand j'étais au collège, ça existait. Moi, j'ai eu un prof de sport qui a eu envie de monter une section baseball. Et donc, mon frère, qui a 3 ans de plus que moi, a participé au premier championnat de France de UNSS à Dijon. Alors, C'est ça cool. devait être... voilà, ça devait, de mémoire, ça devait être en 95, quelque chose comme ça. Et puis, moi, j'ai continué, du coup. Et donc, j'habitais Cherbourg. Et le club de Cherbourg nous a ouvert ses portes pour qu'on fasse plus d'entraînement et tout ça. Et donc, de mon année de 3e, je suis allée aussi au championnat de France à Auch, où j'étais capitaine de mon équipe, shortstop, et j'étais la seule fille de l'effectif. Donc, très fière de ça. Et t'as pu jouer au baseball? On t'a pas forcé ensuite à... Alors en après, UNSS, les sports, en UNSS, les sports collectifs, ils sont mixtes. Moi, j'ai joué au handball, j'ai joué au water polo, j'ai joué à chaque fois, j'étais principalement avec des garçons. Et donc, à Cherbourg, ils nous avaient ouvert le club. Donc moi, je me suis licenciée très vite. Et puis c'est trouvé que j'avais pas mal d'aptitudes pour ce jeu-là parce que j'étais très souple. Parce qu'à l'époque, je faisais aussi du patinage artistique à haut niveau. Donc moi, les stretch en première, c'est pas un souci. Et... Du coup, Aude, t'allais pas à l'école, en fait. si, j'allais à Tu l'école. passais ton temps au stade et au gymnase. Et à la patinoire. Je passais beaucoup de temps à la patinoire. Et puis en fait, le baseball, ce qui a été super pour moi, c'est que c'était un sport collectif, mais avec une performance individuelle. Et on est vraiment au service des autres. Alors que le patinage artistique, c'est une performance individuelle où on est à attendre que l'autre rate, quoi. Et c'était vraiment un esprit complètement différent. Et ça m'a montré qu'on pouvait faire du sport et se dépasser autrement que en espérant que les autres fassent moins bien, ou voilà. Donc c'était super, en fait. Et donc j'ai intégré le club. Et puis rapidement, on m'a proposé de jouer au softball parce qu'il y avait une équipe féminine. Donc à l'époque, il y avait encore des championnats régionaux assez étoffés. Il y avait 2 divisions nationales. Donc j'ai pu jouer. Alors à l'époque, c'était un peu bizarre. En fait, les juniors pouvaient jouer sans surclassement en senior. Moi, j'étais minime parce que les catégories allaient plus loin que maintenant. Et donc j'ai eu un double surclassement junior et je jouais en senior. Donc la différence de gabarit était quand même énorme. Et donc j'ai eu notamment un contact très sérieux, j'étais shortstop et une fille est venue casser un double jeu et j'ai volé à plusieurs mètres et je me suis abîmé un peu le dos. Et bon, heureusement j'étais assez musclée et sportive et ça a été, mais depuis, moi je milite beaucoup pour faire très attention au surclassement et tout parce qu'on se rend pas trop compte. Moi j'ai encore entendu il y a pas très longtemps sur les terrains, oui mon fils de 6 ans il pourrait jouer en 12U. Faut se rendre compte que ça peut arriver les contacts et que ça peut être dangereux. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça à Cherbourg et puis je m'intéressais, je sais pas, c'est comme si j'étais dans une famille. Je voyais l'équipe 1 qui jouait, à l'époque ils jouaient en N1B. J'ai été intégrée dans les matchs, j'intervenais dans le dugout pour regarder un peu déjà des stratégies de jeu et tout ça. Et en fait, en 98, au club, on avait 2 scoreuses normalement qui scoraient la nationale. Une était devenue maman et du coup pouvait plus trop scorer, et l'autre venait de trouver un boulot dans le tourisme. Et donc mon coach, avec qui je passais beaucoup de temps, me dit ce serait bien que tu te formes au scorage. Et quand il a dit ça, en fait, j'avais pas vraiment le choix. Et donc c'est la scoreuse du club qui était pas formatrice. J'ai passé une après-midi chez elle. Elle m'a donné un peu les bases. On a regardé ensemble un match MLB. Et après ça, en fait, j'ai scoré tout ce que j'ai pu. Tous les matchs, les jeunes et tout, en doublon au départ. Et en fait, on a fait ça parce que pendant la saison, il y avait 2 journées de programme double de N1B où cette scoreuse-là serait pas là. Et donc, je me suis retrouvée à scorer un programme double de National 1B sans diplôme, à scorer comme ça, voilà. Et en accord avec, ça avait été vu avec la commission fédérale en disant qu'on n'avait pas vraiment le choix. Cherbourg était très isolé, géographiquement, donc c'était compliqué d'avoir quelqu'un. Et j'ai su pas mal de temps après que quand mes feuilles sont remontées, en fait, ça a beaucoup surpris. On dit mais comment quelqu'un qui a pas été formé officiellement peut faire ça, peut scorer comme ça. Et donc j'en ai fait 2 dans la saison. Et il y avait un accord avec la CFSS, c'est-à-dire que mon club n'aurait pas d'amende si je passais les diplômes nécessaires. Et donc en 99, donc la fin de cette année-là du coup, en 99, je suis allée aux Interligues à Ronchin avec les équipes du coup de la Ligue Basse-Normandie qui étaient les juniors et les minimes. Et là-bas en fait on m'a évalué, donc il y avait beaucoup de scoreurs un peu connus mais moi que je connaissais pas. Et j'ai eu des accueils très différents, certains qui étaient hyper ouverts et puis d'autres qui disaient mais déjà elle est trop jeune, elle y connaît rien et en plus elle a scoré sans diplôme. Donc c'était un peu particulier. Et en fait là-bas donc j'ai validé mon premier grade. Et en fait, après, chaque année, en fait, les interligues m'ont permis, comme j'étais loin de tout formateur, de valider tous mes grades.
donc à l'époque. Donc pour aller en deuxième niveau, fallait être invité à une formation. Donc juste après les Interligues de Ronchin, au mois de novembre, j'ai été invité à une formation. Et l'année d'après, donc à Paris, aux Interligues, j'ai passé mon deuxième grade. Et puis l'année d'encore après, ils avaient créé un troisième grade intermédiaire que j'ai passé. Donc en gros, entre août 99 et août 2001, j'avais passé 3 diplômes en étant venu une fois en salle. Est-ce que tu continuais à jouer pendant la saison ou est-ce que tu passais ton temps à scorer? Parce que en fait, t'es parti du fait où tu as joué beaucoup en UNSS au club et en fait après quand t'as commencé à nous parler de scorage, tu nous as plus parlé du tout de jeu. Est-ce que c'est parce que tu t'as arrêté ou Alors comment en ça se fait, passait? j'ai passé mon programme grade, j'avais 17 ans, donc après j'avais mon année de terminale, donc là je jouais au softball et je jouais aussi, je faisais les entraînements avec l'équipe réserve et de temps en temps je jouais en régional. Et après en fait je suis partie à la fac et en fait j'ai commencé mes études de médecine, donc il y avait un double problème, à la fois de pas avoir trop de temps pour m'entraîner et à la fois le risque de se blesser, dont j'avais pas trop conscience. Mais en fait, la deuxième fois, quand j'ai repassé ma première année de médecine, j'ai fait un tournoi à Rouen avec l'équipe de soft mixte. Et en fait, je catchais et je me suis pris un jet de batte sur ma main droite, donc ma main avec laquelle j'écris. Donc Rouen, c'est facile, on va vite aux urgences parce que Charles Nicolle est juste à côté. Et en fait, j'avais le petit doigt qui avait triplé de volume. Et en fait, mon coach, en voulant me mettre du froid, il a pas fait gaffe et je me suis retrouvée avec une brûlure profonde et je me suis retrouvée à passer 3 jours après, j'avais mes examens de première année de médecine qui étaient hyper importants et avec les doigts qui bougeaient pas très bien et tout ça. Et donc après, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse un peu attention par rapport à ça parce qu'on peut pas trop rater une année parce qu'on s'est blessé en faisant du sport. Donc après t'étais toujours à Cherbourg. Comment ça s'est passé après par la suite? C'est parce que comment t'en es venu à venir à Montigny en fait? C'est parce que t'as quitté pour venir suivre tes études sur Paris ou comment ça s'est passé après pour toi? Alors, donc moi j'ai fait mes études à Caen, donc j'ai scoré du coup avec pas mal de clubs et tout ça, j'étais en lien avec pas mal de clubs. Et puis en fait, donc quand j'ai passé mon internat, je savais pas trop où je voulais aller et tout ça. Et puis il se trouve que j'ai rencontré Franck Le Carpentier, qui est après devenu le papa de notre fils. Et c'est ça en fait qui a fait que je suis arrivée à Montigny. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai continué, j'ai fait mon internat à proximité de l'Île-de-France pour pouvoir être proche de Montigny. Aujourd'hui, donc tu fais plus de baseball, tu es uniquement scoreuse? Alors là, depuis 2 ans, je fais plus, mais en fait, quand Montigny a refait son terrain, déjà j'avais un peu envie de jouer, mais je voulais aussi me rendre compte de comment avaient changé les rebonds sur la surface. Donc je suis allée m'entraîner avec l'équipe 3 de Montigny. Oh la bonne excuse. Voilà. Non mais chérie, il faut que je reprenne le jeu parce que tu comprends, il faut que j'aille tester les rebonds du nouveau terrain à Montigny. Je peux pas Mais disons que j'avais envie de rejouer au baseball parce que j'avais joué pas mal au softball avant d'être maman, tout ça. Dis-le-nous. Et le baseball, c'est vrai que en plus l'équipe 3 de Montigny, souvent quand il fallait se dévouer pour scorer, c'est moi qui allais et je m'entendais super bien avec eux. Donc j'ai un peu négocié avec le coach pour pas aller en équipe 4 en disant ouais quand même moi, tu sais, j'ai fait les sélections juniors softball il y a très longtemps, donc quand même j'ai du niveau. Et du coup, j'étais admise, en équipe 3, mais je faisais juste les entraînements, j'ai pas fait de match avec eux. Et du coup, c'est quoi ton grade aujourd'hui de scoreuse? Alors, mon grade aujourd'hui de scoreuse, donc au niveau français, moi j'ai passé ce qu'on appelle le scoreur national qui maintenant s'appelle SF4. Voilà. Je suis instructrice de scorage de 2e niveau, c'est-à-dire que je peux former des scoreurs pour tous les grades du SF1 au SF4. Et puis j'ai quelque chose qui n'est pas un grade, je suis sur les listes des scoreurs européens. Voilà. Et donc je fais partie de la liste de ce qu'on appelle les scoring directors pour la SEP, c'est-à-dire que tous les ans, je peux être nommée sur une compétition pour être responsable du scorage. Et puis un autre truc qui est pas un grade, c'est qu'en 2019, j'ai obtenu le titre de scoreur de l'année de la Commission européenne de baseball, ce qui était jamais arrivé à un officiel français. Voilà. Et donc je suis allée à Vilnius en 2019 chercher mon prix parce que le président Séminé m'a demandé d'aller le chercher. Normalement, on va pas chercher son prix, mais il m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. Ok, donc juste pour les auditeurs qui viennent de nous écouter, moi j'ai posé une question, je pensais que ça allait prendre 5 secondes, et on a eu un CV de 3 minutes, c'est juste pour vous situer un peu le niveau de la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Et elle le dit, mais en toute modestie, tu sais. Oui, et puis je suis internationale, je suis européenne, et puis... Non mais, ok, on en reparlera tout à l'heure, parce que justement, nous, de notre côté, c'est totalement flou, c'est cette échelle de... pas de notation, mais un peu l'organigramme des scoreurs au niveau du baseball français et européen et international. Donc on va pouvoir
en discuter un petit peu avec toi. Moi personnellement, j'ai été formé au scorage il y a maintenant un petit peu plus de 15 ans. On pense fort à elle par Suzanne Bricot. Donc j'ai été scoré. Je pense, à peu près tout perdu. C'est-à-dire que je peux à peu près lire une feuille de scorage, mais je pense que je serais incapable de refaire. Donc ça va être intéressant. J'avais une petite question. Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est comment aujourd'hui tu vis ta passion du baseball au-delà du prisme du scorage? Est-ce que tu regardes des matchs? Est-ce que tu te renseignes? Est-ce que tu vois des matchs français autres que ceux que tu scores? Est-ce que tu regardes de la MLB, de l'européen, du softball? Comment tu vis cette passion au-delà du scorage? Alors moi je suis beaucoup sur la section vidéo de la MLB parce que je fais plein de montages pour les formations justement, parce que je ne fais que des formations que à base de vidéos. Pour qu'on puisse voir les actions et pas discuter pendant des heures sur un tableau blanc de et s'il faisait ça, et si ceci et cela. Donc je passe des heures et des heures à faire ça, à chercher les vidéos, à faire des montages. Quand des scoreurs me posent des questions ou quand je vois des erreurs sur les feuilles, je cherche des vidéos pour illustrer et qu'ils apprennent. Donc je regarde beaucoup ça. Sinon je regarde des matchs de MLB de temps en temps. J'ai pas énormément de temps, mais il y a des équipes que j'aime bien regarder. Je suis pas fan d'une franchise en particulier, il y a des joueurs en fait que je trouve hyper intéressants et j'aime bien regarder quand ils jouent. Voilà. Et sinon pour les matchs français, excuse-moi, mais si t'es pas fan d'une équipe, donc on va pas pouvoir te juger là-dessus, mais on va quand même te poser la question de quel joueur t'es fan du coup? Alors là il joue plus, mais moi j'aime beaucoup les joueurs un peu atypiques. Donc par exemple Lincecum, quand il est arrivé chez les Giants, de voir un type débarquer, enfin je sais que vous en avez parlé avec Glenn quand il était chez vous. Moi j'aime bien les joueurs qui ont des profils où on donnerait pas $10 pour qu'ils soient en MLB quoi. Et j'aime bien et je suis assez fan aussi des records un peu anecdotiques. Voilà. Il y a des choses que j'aime bien comme ça. Alors je vais beaucoup sur des sites de stats qui sont faits par des grosses organisations américaines autour des stats et j'aime bien les trucs un peu insolites dans le baseball. Je trouve que c'est la particularité de ce sport. Du genre? Pardon? Du genre, t'en as en tête? Bah je vais pas spoiler pour tout à l'heure, j'en ai un pour vous en fait. Ok. Oh, c'est bon, on verra ça. Et j'ai une dernière question après pour terminer la présentation avec Aude. Enfin de mon côté, je sais pas si toi t'as d'autres questions Guillaume, mais on pourrait faire ça pendant des heures. Est-ce que, je veux juste savoir, parce que tu vas nous dire après quelle est ta spécialité médicale, parce que moi j'ai vu un truc grâce à Google, j'ai vu que tu avais une spécialité médicale qui cerne bien ta passion pour le baseball, mais est-ce que il t'arrive de scorer comme ça, juste pour le fun, de scorer des matchs comme alors, ça? En fait, tu regardes un match, tu le scores. En fait, si je regarde un match et que je le score pas, je m'ennuie. Moi, je pense que je serais la bonne cliente pour les stades MLB où on fait tout sauf regarder le match, voilà, d'aller faire les courses, voilà, parce que vraiment quand je score pas un match, je m'ennuie, mais vraiment quoi. Donc, ça dépend quel match quand même, mais tu vois par exemple, typiquement, j'aurais pas scoré la finale dont on parlait tout à l'heure là entre Montigny et Rouen. Bah, franchement, un no-hitter imperfect, il se passe pas grand-chose quoi. C'est marrant parce que c'est exactement la question que je voulais te poser. On s'ennuie pas à mourir quand on score un perfect game? Alors en fait sur celui-là non, parce qu'on avait plein de trucs le truc aussi c'est que sur les finales on est plusieurs scoreurs. Moi j'ai un grand jeu. Alors cette finale là en question je l'ai pas trop fait, mais sinon j'ai un grand jeu, c'est en fait on fait des pronostics parce qu'avec les statistiques on peut prédire un peu ce qui se passe. Et mon grand jeu, c'est d'épater les gens qui sont autour parce que je peux vraiment savoir avec beaucoup de précision ce qui va se passer. Et il y a une anecdote comme ça sur le premier Yoshida Challenge où on avait un type, je crois qu'il est prof d'histoire dans la vie et il venait commenter les matchs, un type vraiment très très gentil. Et j'expliquais à un moment qu'un joueur statistiquement, là, il avait pas pouvoir frapper un hit parce qu'il frappait pour temps et puis il avait déjà frappé 2 hits dans le match. Et je le dis un peu comme ça, mais je le sentais, je décris l'action qui va se passer et il se passe exactement ça. Et le type était séché. Et il dit aux autres mais vraiment mais comment elle fait et tout. Et ça moi j'aime beaucoup. Donc j'avais un compère pour ça avant, c'était Pascal Métro qui maintenant est plus trop sur les terrains, mais en fait on faisait des paris énormes sur ce qui allait se passer. Quand le match était ennuyeux, on faisait beaucoup de paris. C'est marrant, tu vois, on vient de comprendre pourquoi Guillaume et moi on fera jamais des bons scoreurs, parce qu'à chaque fois que nous on essaie de prédire un truc, il se passe totalement le contraire. Juste, Aude, tu es addictologue, c'est ça? Alors, je suis médecin généraliste de formation et oui, effectivement, je suis addictologue et je fais aussi de l'acupuncture. Okay. Donc, tout peut servir dans le baseball. Ok.
C'est quoi scorer? C'était ça la question du premier sujet qu'on avait avec Mike. C'était surtout de savoir ce que c'était que scorer. Et au-delà de ça, c'était surtout où est la part de subjectivité dans le scorage. Tu nous disais tout à l'heure que en fonction de si on est en Europe ou si on est en MLB, on va peut-être pas forcément scorer de la... J'ai du mal ce soir. On va pas forcément scorer de la même façon parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Comment on gère tout ça? Comment on gère à la fois le scorage, la subjectivité? Ouais, c'est quoi en fait déjà, c'est quoi la définition du scoreur et c'est quoi son rôle dans un match de baseball et son influence? Déjà qu'on comprenne, je vais être cash, mais qu'on comprenne à quoi vous servez, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'est un scoreur et qu'est-ce qu'il fait et l'importance qu'il a par rapport à un match. Alors pour comprendre à quoi ça sert, au-delà de dire que c'est obligatoire et qu'un match peut pas être validé sans scorage, il faut juste, en fait, on peut faire un peu d'histoire et savoir de comment ça a été créé, en fait. Et à la base, en fait, ça a été créé à la fin du 19e siècle par les journalistes qui étaient sur les terrains, où à un moment donné, ils se sont dit, le baseball, il se passe pas toujours quelque chose, et c'est quand même bête d'être sur un match et puis qu'il se passe rien, alors que dans d'autres matchs, il s'est passé des choses, mais on peut pas en parler. Et donc, ils ont mis en place un système où il y avait pour chaque match un journaliste qui était là pour noter les actions, et ce qui après était distribué à tous les journalistes. Comme ça, celui qui était présent sur le match pouvait rajouter des choses, parce qu'il l'avait vu et tout ça, et les autres au moins avaient la base, et tout le monde pouvait parler de tous les matchs. C'est comme ça que c'est un peu né, donc à la base c'était du journalisme. Et puis maintenant c'est devenu donc un élément obligatoire du jeu, et on définit ça comme la transcription des actions qui se sont passées en respectant les décisions de l'arbitre, et le but ça va être de décrire qui a fait les actions, comment ça s'est passé. Voilà, c'est le but du scorage. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on met beaucoup en avant la subjectivité des scoreurs, mais faut savoir que dans les règles qui régissent le scorage, l'expression selon le jugement du scoreur intervient très peu. Donc finalement, il y a assez peu d'actions où le jugement du scoreur va intervenir. Ce qui intervient, c'est sa capacité d'analyse de l'action. Donc moi, en formation, j'insiste beaucoup sur cette notion d'analyse. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos, pour comprendre que l'analyse, c'est quelque chose d'objectif. La limite de ça, c'est qu'effectivement, quand on regarde certains matchs en MLB, on voit bien que l'équipe qui est à domicile, parfois, sur des choses en défense qui ressemblent franchement à des erreurs, il y aura pas d'erreur de scorer parce qu'ils sont à la maison ou parce que tel joueur, il a déjà une moyenne qui est un peu limite et qu'il faut pas qu'il ait d'erreur en plus. Voilà. Alors ça, c'est un point très important parce qu'on a eu ce débat sur la subjectivité de l'arbitrage avec Gilbert. Et on a vu et on a posé l'action, on lui a dit, si tu mets 10 arbitres avec la même formation, le même niveau, la même expérience, que tu mets la même action, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir 10 fois la même décision? Je te pose la question pour le scorage. Tu vas mettre 10 scoreurs d'un même niveau, d'une même formation, même match, même enjeu, même expérience. Est-ce que tu penses réellement que sur des choses qui, parfois, où tu dis que la subjectivité, même si elle arrive pas souvent, est-ce que tu penses réellement que t'as un consensus que te permet la règle, t'as un consensus à appliquer sur ce que tu vas annoter, sur ce que tu vas décider? Alors là où en fait intervient finalement la notion de subjectivité, c'est qu'en fait dans la règle, on parle, si on le traduit en français, d'effort attendu. En anglais on dit ordinary effort, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir définir quel est le niveau attendu, quel est le niveau moyen des joueurs dans cette division. Donc pour pouvoir bien scorer un match, il faut que soit le scoreur il connaît le niveau moyen attendu, soit qu'on lui ait défini. Par exemple, moi, ma première compétition internationale, c'était en 2007. On avait en fait une réunion des scoreurs où on nous avait montré en fait des exemples pour nous dire voilà, sur cette compétition, on va avoir un haut niveau, donc on exige ça. Et donc ça nous donnait des repères. Ça n'a pas empêché que pendant la compétition, les scoreuses néerlandaises étaient plus dures que les scoreuses espagnoles, parce qu'elles sont plus habituées à un bon niveau, etc. Moi j'étais toute neuve là-dedans, donc au début j'ai observé les gens, et puis quand on m'a nommée première scoreuse sur un match où c'était moi qui devais faire les annonces, j'ai pas eu un match très difficile, mais je me souviens très bien que sur une action où avec le scoreur qui était avec moi, qui avait beaucoup d'expérience, on se met d'accord sur le fait que c'était un hit, parce que la balle était pas évidente dans l'infield, mais c'était pas très bien joué, mais c'était pas non plus, voilà. Et le commissaire technique a débarqué tout de suite dans la cabine de scorage, et il m'a demandé de justifier, donc j'ai expliqué.
Et en fait, le scoreur après m'a dit c'est juste pour tester, pour voir s'il peut te déstabiliser ou pas. Et c'était voilà. Donc parfois effectivement il y a des actions un peu touchy où on peut avoir un doute. Et la règle dit que si on doute, on doit donner le bénéfice vers le hit pour une frappe. Ça c'est écrit dans la règle. Après, moi ce que j'explique souvent aux gens que je forme, c'est que le scoreur il doit faire tout pour s'enlever le doute. Donc il doit prendre tous les paramètres possibles de l'action pour décider. Mais c'est vrai que, très honnêtement, ces dernières années en MLB, le niveau d'exigence il a baissé. Je pense que voilà, il y a aussi le syndicat des joueurs qui est quand même très puissant. Voilà, il suffit de regarder maintenant. Ils ont refondu en 2019 le site de la MLB pour les vidéos. Il y a plein d'erreurs des joueurs qui ont disparu des vidéos. Elles sont sur YouTube, elles sont plus sur MLB.com. Je pense que c'est par hasard. C'est la course au record, c'est la course au spectacle. Nous, on combat dans à coup sûr cette religion du home run qu'on comprend pas, la religion du batting average. Il y a des stats qui sont tellement plus importantes comme l'OBP ou autres qui montrent beaucoup plus la valeur d'un joueur et qui est très sous-estimé. Mais du coup, là, quand tu parles de ça, j'ai l'impression que tu parles souvent du hit et de l'erreur. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le fait que il y a aucune subjectivité et que quoi qu'il arrive, c'est la règle qui doit l'emporter pour des autres éléments de scorage comme le fielder choice, comme le sac fly, le sacrifice hit, comme le earn run, enfin pas le earn run mais oui, si c'est un peu ça. Est-ce que là, quoi qu'il arrive, ça tombe sous le cadre de la règle et vraiment la subjectivité n'a absolument pas sa place. C'est-à-dire que si tu regardes, t'analyses et tu dis non, ça, il n'y a pas de souci, c'est un fielder choice, ça, il n'y a pas de souci, c'est un sac fly. Est-ce que tu peux nous, rapidement, sans faire une formation, mais nous expliquer vraiment à quel moment tu peux avoir un débat sur une décision? Bah alors sur les sacrifices c'est simple, hein, c'est la règle. Donc le sacrifice c'est moins de 2 retraits. Pour le fly c'est un fly en champ extérieur. D'accord, et un point qui est marqué. Ça, c'est un sacrifice fly, on peut pas rien mettre d'autre, voilà, il n'y a pas de notion de subjectivité là-dessus, il n'y a pas de jugement. Pour le sacrifice hit, c'est un peu le même principe, il faut un amorti. Donc dans la règle, c'est bien précisé qu'il faut bien un amorti, c'est-à-dire qu'un demi-swing, ça ne sera pas un amorti. Ça, c'est quelque chose que souvent j'explique sur les terrains régionaux parce que parfois ils disent « Ouais, tu m'as volé mon sacrifice », mais non, la règle dit c'est un amorti. Donc pose un amorti et tu auras un sacrifice. Et donc dans le sacrifice, c'est toujours moins de 2 retraits. Et puis ça permet de faire avancer les coéquipiers d'une base, pas forcément un point. Donc ça, c'est la règle. Donc les scoreurs peuvent voler des sacrifices s'ils les voient pas, s'ils y pensent pas, mais ce sera jamais lié à leur jugement. Pour le choix défensif, c'est un peu long de développer par contre. Mais il y a que dans un cas très particulier où il y a un peu de subjectivité, mais qui est encore une fois de l'analyse, parce qu'on doit évaluer s'il y a eu une erreur sur le fait d'avoir tenté d'éliminer un autre joueur ou pas, et ça va pouvoir conditionner ce qu'on va noter, mais franchement sur les choix défensifs, il n'y a pas non plus de subjectivité. Mais t'as la stolen base aussi qui peut être aussi en fonction de l'interprétation, parce que ça peut être une stolen base, mais ça peut être aussi un refus de jeu de l'équipe défensive. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc ouais, tu fais référence à l'indifférence défensive. Alors faut savoir que exactement. La règle, elle a évolué. Donc la règle du vol de base, c'est la 907. Et en fait, vous savez, dans la MLB, il y a les records étoilés pour les joueurs qui ont établi des records et tout ça. Et donc elle a été révisée en 2006. Et à l'époque, il y avait Bonds et Sosa qui avaient des tas de records sur les vols de base. Et en fait, il y avait une directive pour dire il faut faire tomber ces records. Et donc la règle, elle était allongée sur la partie indifférence de la défense. C'est-à-dire qu'avant, on disait qu'une base volée sans opposition est en gros une indifférence. Sauf si on considère que le joueur court tellement vite, en gros, enfin c'est pas écrit comme ça dans la règle, mais c'est ça, qu'en fait la défense pouvait rien faire. Et ils ont fait un long commentaire pour dire que il faut être sûr que la défense n'est pas en train d'essayer de voler un record en cours. Enfin il y a tout un tas de trucs qui ont fait que ça a vraiment limité l'utilisation de l'indifférence. Et par exemple, il est noté que habituellement, ça c'est le texte de la règle, avec un coureur en première et un coureur en 3, le scoreur scorera habituellement un vol pour aller en 2. Donc ça c'est marqué dans la règle. D'accord, ok. Alors tu vois, c'est des trucs qu'on n'avait pas. Enfin, moi je sais pas si tu l'avais Guillaume celle-là, mais celle-là elle est assez flagrante. Il y a un dernier élément vraiment où encore une fois je veux qu'on casse cette idée de la subjectivité ou pas, et après on pourra passer au sujet suivant. Mais c'est le wild pitch ou la passe ball, parce que ça
c'est une bataille quand tu scores un match souvent de régional où t'as ton receveur qui va dire mais non mais ça c'était pas une passe ball, t'as vu elle était à la rebondie et tout. Comment tu juges un wild pitch, comment tu juges une pass ball? Alors c'est dur parce que d'habitude tu le fais en vidéo et là on te demande de le faire juste à l'oral. Mais c'est pour montrer à quel point nous avons des invités de qualité. Alors du coup, c'est rigolo parce que le wild pitch et le pass ball, c'est ce que m'ont demandé les scoreurs franciliens. Alors on a fait des petites réunions Zoom là pour se remettre dedans. Et donc il y a toute une section wild pitch pass ball. Voilà, donc j'ai fait 2 soirées où on a animé ça. Et donc déjà il y a la règle. Donc la règle, elle dit que en fait déjà, donc faut qu'il y ait une avance sur base bien sûr pour qu'il y ait un wild pitch ou un pass ball. Et en fait, si la balle, le lancer du lanceur rebondit avant ou sur le marbre et que ça occasionne derrière une avance, ce sera toujours un wild pitch. Même si bien sûr, les catcheurs, moi j'ai été catcheur, on t'apprend à bloquer les balles à rebond. Mais si la balle passe, on estime que c'est pas de la responsabilité du catcheur si elle a rebondi avant ou sur le marbre. Voilà. Ça c'est pour la définition du wild pitch. La définition générale du wild pitch, c'est un lancer qui est si éloigné, si loin, enfin voilà, il y a plein d'adjectifs utilisés dans la règle. En gros, enfin moi en formation j'utilise des vidéos assez, j'aime bien ouais, vous aimez bien en kill, je crois. Il y a une manche, en 3e manche de je sais plus quel match, il fait 5 wild pitch de suite, quoi. Et celle-là, j'aime bien la montrer parce que ça illustre. On a les rebonds, on a la balle super loin du catcheur, enfin voilà. Donc celle-là, je l'aime bien. Et donc pour le pass-ball, là aussi, on va avoir la notion de l'effort attendu, c'est-à-dire que on va dire que c'est une balle passée, que si en fait le catcheur est en mesure de l'attraper et ne l'a pas fait. Et c'est là où intervient aussi après la connaissance du jeu, parce que par exemple à haut niveau, on aura plus de wild pitch que de pass ball souvent, tout simplement parce qu'on va tenir compte aussi de ce que le catcheur attendait. Un catcheur qui se place pour récupérer une courbe, si finalement c'est pas une courbe qui lui arrive dessus, avec la vitesse du lancer, ça va être très compliqué d'aller chercher la balle. Et ça, en tout cas au niveau européen, on nous demande de le voir. Donc on va plus scorer de wild pitch et ça a une conséquence sur les points mérités parce que du coup potentiellement il y aura plus de points mérités du fait qu'on met plus de wild pitch. Ah ouais, donc ça va jusque là, c'est-à-dire que t'arrives à un certain niveau où t'analyses le signal, la demande, le placement du receveur pour voir si oui ou non il a eu ce qu'il attendait et pour ça c'est un wild pitch ou pas. Alors juste une question pour terminer là-dessus, je sais pas si t'as la vidéo en tête, est-ce que le first pitch de 50 Cent à l'époque avec les Mets, c'est un wild pitch ou pas? J'ai pas la vidéo en tête, désolé, mais je pourrais regarder, mais j'imagine que oui. Non, mais tu regarderas, il la lance sur la première base. D'accord. À peu près, J'exagère. Mais il y a souvent des wild pitch en premier pitch quand même. Ah ouais, non, mais c'est un scandale. Il arrive là avec sa casquette et tout, il se la raconte et il fait un truc dégueulasse. Bon, c'était juste pour ça. Bon allez, merci, on va arrêter sur ce premier sujet. Je vous mets juste une petite virgule musicale non même pas musicale, je vous mets juste un petit son de transition où je vais en profiter justement après pour vous expliquer les sons de transition et on se retrouve juste après, à tout de suite. So Michael Conforto gets a game-winning RBI by sticking his elbow into the pitch from Anthony Bass, and the Mets rally for 2 in the bottom of the ninth, and only now can they fully celebrate as the umpires say that the game is over. What a bizarre way to end the game. That's just ridiculous. I have never seen that. Ok, et ben vous avez donc entendu ce petit son de transition. Je vais vous expliquer les 3 sons. Moi, j'ai vu en fait en regardant un petit peu les résumés d'hier. J'ai vu qu'il y avait les Twins qui s'étaient un petit peu fait voler un appel hier par Elvis Andrus. Donc voilà, qui a fait une petite feinte, une petite entourloupe pour pouvoir récupérer un point. Et je me suis dit qu'il y avait eu quelques trick plays depuis le début de la saison. Donc voilà, je vous ai mis le premier, c'était Elvis Andrus. Je vous ai mis Michael Conforto qui va essayer de gratter un hit by pitch pour terminer un match pour casser un perfect game. Et je vous ai mis les Phillies qui ont réussi à faire un trick play pour le referee, le replay referee, et à marquer un point. Donc voilà, vous irez les voir, vous pouvez les taper sur internet, vous les trouverez. Donc voilà, c'était le petit truc. Mike, on avait un deuxième sujet qui était aussi très important dont on voulait parler avec Aude, parce qu'en fait on s'est posé la question, on n'était pas au courant quand on a fait le petit conducteur, on s'est rendu compte que on savait pas comment c'était l'organigramme des scoreurs, on savait même pas s'il y avait un organigramme des scoreurs, on connaissait l'organigramme des arbitres, mais on connaissait pas l'organigramme des scoreurs.
Alors Aude, on t'annonce tout de suite, en amont, on a reçu il y a quelques semaines Ibrahima Baldé du Omra et de chez Hype, donc des amis à nous qui font aussi du podcast sur le baseball, qui a tenté de nous expliquer la NCAA, enfin le college baseball en 2 minutes. On a saigné du nez parce qu'on n'a pas tout compris. Donc on veut bien que tu nous expliques les niveaux de scorage donc en France et au niveau international pour qu'on essaie de comprendre comment sont classés les scoreurs par niveau, s'il y a des niveaux, et puis après on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais déjà savoir comment vous êtes classés et c'est quoi les niveaux, les grades. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de classement réellement et il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Moi, j'ai coutume de dire en formation, et c'est pas juste comme ça, de la démagogie ou quoi, c'est de dire que le niveau du scoreur, il n'est pas forcément en lien avec son diplôme. Bien sûr, je cite jamais le nom, mais voilà, je connais des scoreurs qui ont eu un grade de national et qui sont pas très bons. Et je connais des très bons scoreurs débutants, départementaux, qui maintenant s'appellent SF1. Donc, moi, quand je me suis beaucoup occupée de la Ligue Île-de-France pour le scorage, je savais qui je nommais sur des finales et tout ça. Et j'ai pas toujours nommé des gens avec des grades extraordinaires. J'ai nommé des gens, je savais qu'ils feraient le job. Et voilà, il y a des personnes qui s'arrêtent au premier niveau, mais qui savent très bien scorer. Et il y a des personnes qui continuent et honnêtement, moi je leur confierais pas certains matchs quoi. Donc pour faire simple, en France, moi quand j'ai commencé, il y avait 3 grades: scoreur départemental, scoreur régional et scoreur national. C'était les 3 grades. Il s'est trouvé que en 2001, ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup d'échecs à la passation du grade de scoreur régional. Donc ils ont séparé en 2 le niveau. Donc on s'est retrouvé avec un scoreur départemental, scoreur régional premier degré, scoreur régional deuxième degré, et puis le scoreur national. Voilà. Donc c'est les 4 grades qui restent. Et donc quand il y a eu la refonte des formations, alors je sais plus, c'était vers 2017, peut-être vote 2018 du CD, je ne sais plus exactement. Ces 4 grades ont été gardés, mais ils ont des noms différents. Donc maintenant on a le SF1, SF2, SF3, SF4. Voilà. Il faut savoir que pour devenir européen ou international, en fait, ils se moquent de votre grade dans votre pays. Par exemple, moi, en 2007, j'ai eu la chance d'être nommée, j'ai eu une nomination internationale, c'était même pas européen, c'était international, parce que c'était sur les championnats d'Europe de Barcelone de 2007, qui étaient qualificatifs pour les JO de 2008. Et donc j'ai fait l'objet d'une nomination internationale, alors qu'en France, j'avais même pas le 4e grade. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas les formations, mais que du coup, je pouvais pas le passer. Donc, il n'y a pas du tout de lien. Donc, en France, on a ces 4 grades. Et pour les compétitions européennes et internationales, en fait, on nous demande, quand on est en charge du scorage et de diriger le scorage de la compétition, de faire une évaluation des scoreurs sur des critères définis, qui sont notamment la connaissance de la règle et puis l'utilisation correcte du scorage. Mais il y a d'autres critères, comme le fait d'être rapide dans ses décisions, d'être vrai, enfin d'être juste et voilà dans ce qu'on fait. Il y a l'attitude qui compte beaucoup et la coopération avec les autres. Et donc à chaque fois on met une note de 1 à 5 et donc on doit évaluer les personnes avec qui on a travaillé pendant la compétition. Et les commissaires techniques aussi, ils évaluent les directeurs du scorage, mais je connais pas la grille. Voilà. Tu peux nous expliquer cette histoire de coopération? Ça m'intrigue. Quand tu l'as dit, je m'attendais pas à ça. Alors en fait, dans les compétitions, normalement, en fait, on est 2 voire 3 scoreurs. C'est-à-dire qu'il y a un scoreur qui est en charge du play-by-play, donc le scorage informatique qui est retransmis en direct, en live et tout ça. Et puis il y a 1 ou 2 scoreurs papier. Et donc en fait, il y a pour chaque match, il y a quelqu'un qui est nommé scoreur numéro 1, c'est-à-dire que c'est le scoreur qui va annoncer les jeux. Par exemple, il va dire hit sur le shortstop. Et en fait, le travail des 3 doit être identique. Donc si les gens se parlent pas, si la personne qui est à l'ordinateur ne saisit pas ce qui s'est passé sur les feuilles, c'est un gros problème, parce que ça veut dire que le directeur du scorage derrière, il doit reprendre tous les matchs. Et du coup, donc ça, en fait, moi, quand je suis nommée sur une compétition et que je connais pas les scoreurs, parce que maintenant avec le temps, je vais un peu là où j'aime bien, enfin les gens, je les connais. Mais quand je les connais pas, j'observe tout sur le premier match et du coup, je sais, ça m'aide aussi à composer mes trinômes et je repère tout de suite les scoreurs qui sont un peu perso ou ceux qui ont une attitude un petit peu, qui se mettent en avant et tout ça.
un scoreur, ça doit pas se mettre en avant, ça observe le jeu. On peut discuter si on n'est pas d'accord sur une action, mais il y en a pas un qui a raison parce que il aurait plus d'expérience ou je sais pas quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui a moins d'expérience, mais qui a vu un détail super important et qui aura la bonne réponse et la bonne façon d'analyser l'action. Tu parlais de notation, mais ça se passe comment? Vous avez un bulletin de notes, il y a un conseil de classe trimestriel, ça se passe comment? Sur les évaluations, comme je te disais, en fait, il y a différents critères et donc on met une note de 1 à 5 et on doit mettre un commentaire, c'est-à-dire que 1 c'est que c'est pas bon du tout, 3 c'est l'effort attendu, enfin normal, 4 c'est bien et 5 c'est au-delà, enfin un peu extraordinaire quoi. Et donc c'est marrant parce qu'on nous demande de justifier obligatoirement si on met 1 et si on met 5. Et pour le reste, en fait, on n'est pas obligé forcément de justifier. Et moi, j'ai fait une erreur la première fois que j'avais été nommée directrice du scorage, c'était à Karlovac, et avec les Croates. Et moi, je pensais, comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que j'ai fait l'évaluation en face avec la scoreuse, quoi, pour lui dire les choses à revoir. Et j'avais fait avant la fin de la compétition. Et il y avait un point où elle n'était pas d'accord, etc. Et en fait, j'ai écrit à la responsable du scorage européen pour lui dire, voilà, est-ce que tu pourrais me donner des conseils parce que j'arrive pas à lui faire comprendre tel truc. Et là, elle m'a fait comprendre par mail qu'on ne fait pas l'évaluation avec les scoreurs. Donc il faut pas on fait pas avec eux. Et il y a un point important dans l'évaluation, c'est la marge de progression. Donc c'est pour ça qu'on le fait qu'à la fin, normalement, on le rend à la fin. Et c'est très important d'avoir des personnes qu'on a vues progresser pendant la semaine. Mais en fait, ce progrès-là, il permet aussi d'évaluer le directeur du scorage, parce que un bon directeur du scorage, il fait progresser les scoreurs. Et du coup, tu nous parlais de grades, là, SF1, SF2, SF3, etc., au niveau international. C'est des grades que tu gardes à vie? Ou c'est quoi les conditions pour garder ton grade? Alors les grades, c'est des diplômes, donc du coup ils sont acquis effectivement à vie. La seule chose, c'est qu'il y a, comme chez les arbitres, en fait, un cadre actif et un cadre de réserve. Donc pour être actif théoriquement, il faut faire un certain nombre de matchs en pratique, vu que les scoreurs ils déclarent pas toute leur activité, qu'on n'a pas forcément accès à toutes les feuilles, parce que l'amical compte aussi dans l'activité, et ça on n'a pas forcément, enfin même pas du tout accès. Donc en pratique, on met assez peu au cadre de réserve, sauf les gens qui ont plus de licence pendant plusieurs années, ceux-là on les met effectivement en cadre de réserve, mais voilà, le cadre actif est pas aussi bien tenu que chez les arbitres pour le scorage. Et du coup, ça se passe comment? T'as un recyclage? Il y a des moments où tu dois te refaire des formations? Ou le simple fait d'avoir été formé et d'être souvent dans la pratique te suffit? Ou est-ce que t'as quand même parce que Gilbert nous explique que les arbitres faisaient des camps, faisaient des stages, ils se remettaient à jour. Est-ce que vous avez ça aussi au niveau du scorage? Alors c'est bien le problème en fait, c'est pour ça que j'évoquais qu'on a des scoreurs de niveau 1 qui peuvent être potentiellement même meilleurs que des scoreurs de niveau 4. Bon, c'est pas fréquent quand même, mais quand même. Et moi depuis que je suis en Île-de-France, j'ai essayé de monter des programmes un peu de formation continue, c'est pour ça qu'on fait des séminaires des scoreurs. Bon là, on les a fait en Zoom avec les problèmes sanitaires, mais moi je trouve ça beaucoup plus important en fait, le fait de maintenir les choses après que de former au départ. C'est au moins aussi important de maintenir son niveau, parce que même si le grade il est donné effectivement à vie, on peut pas l'enlever parce que c'est un diplôme et c'est les règlements, etc. Il y a des scoreurs, parfois on se dit mais en fait il devrait pas être au grade qu'il a, quoi. Il a perdu la main, ou voilà, c'est comme ça, mais en fait on n'a pas de système pour dire toi non, tu peux plus. Il y a que s'ils sont plus actifs qu'on peut leur dire là il faut que tu refasses des choses, mais sinon on peut pas. Et tu disais tout à l'heure, je reviens sur un élément que tu as évoqué, on s'en fout au niveau européen ou au niveau international de ton niveau dans ton pays, mais du coup comment on te repère? C'est quoi? C'est une candidature? T'es coopté? Il y a un cercle, tu dois aller cramer des bougies dans une cave? Cercle des scoreurs disparus. Ça se passe comment? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Alors moi, pour ce qui s'est passé pour moi c'est vraiment un cumul j'ai eu plein de chance en fait. Donc l'année 2007, à l'initiative de Jean-Marie Meurant qui s'occupait de la commission technique et de la commission sportive, a été organisé en France un clinique de scorage avec un formateur européen qui s'appelle Pablo Carpio. Pablo Carpio, c'est juste lui qui va gérer le scorage à Tokyo, là, au JO. Donc, c'est juste une pointure. Donc, il est venu à Paris. Et donc, moi, à l'époque, je faisais partie déjà de la commission fédérale de scorage et stats. Et donc, j'ai été invitée à cette formation. Et en fait, donc, on était 7. Et en fait, Pablo parlait pas toujours très très bien l'anglais. Et puis, les Français parlaient pas toujours très bien l'anglais non plus. Donc, je servais souvent d'intermédiaire. Et ce qui fait que j'avais un peu des contacts un peu rapprochés avec lui. Et à un moment donné, il m'a dit ouais, quand même, je trouve c'est intéressant, on voit que tu comprends les choses et tout. Et il me parle des championnats d'Europe de Barcelone qui arrivaient en septembre.
Et il me dit comme ça, ouais, est-ce que ça t'intéresserait et tout. Et moi, je comprends, est-ce que ça t'intéresserait de venir observer, quoi. Pas du tout, je m'imagine qu'il peut m'être en train de me proposer, voilà. Et puis voilà. Et en fait, quelques semaines après ça, je reçois un mail, mais qui était rerouté. Enfin, c'était bizarre. Et l'adresse de base, c'était John Paul O'Reiter, qui à l'époque était le grand orchestrateur international du scorage, qui était à Pékin en train de former les scoreurs pour les JO. Et donc, on me demande de préciser mes coordonnées et mon mail. Donc j'appelle Michel Dussart, qui était président de la commission scorage, et je lui dis, mais t'es au courant et tout? Il fait, non, mais réponds. Donc je réponds, et en fait quelques semaines après, j'ai eu une belle lettre de l'IBAF, du coup me nommant pour en fait cette compétition européenne qui a été ma première nomination. Donc moi j'ai été un peu repérée grâce à ce clinique. Et sinon, les autres possibilités pour faire des compétitions européennes, c'est que en fait chaque pays donne des noms de scoreurs avec des critères, donc le fait d'avoir une expérience au niveau national d'un certain nombre d'années, et puis l'autre critère, c'est le fait d'utiliser le logiciel de play-by-play, mais ça va changer puisque le logiciel change cette année, donc va falloir un petit peu revoir tout ça, et donc c'est les pays qui donnent des listes. Et c'est pas parce qu'on est sur cette liste qu'on est nommé directeur du scorage. Quand on est sur cette liste, on peut être nommé sur les compétitions européennes en tant que scoreur, soit sur son pays, soit éventuellement à l'étranger, mais ça c'est rarissime. Et les directeurs du scorage, ils ont toujours évalué. Donc en fait, c'est par exemple, si on a un scoreur directeur, par exemple cette année à Sénart, moi j'ai pas mes congés pour juillet, donc c'est un scoreur européen qui vient, il va pouvoir évaluer les scoreurs français, et ça va être une vraie opportunité pour eux, pour pouvoir éventuellement être repéré comme futur scoring director. Donc il y a un vrai enjeu dans la nomination des scoreurs français sur cette compétition-là, parce que c'est un peu l'image du scorage, et c'est leur donner la chance de pouvoir après aller faire des compétitions à l'étranger. Ok, d'accord. J'ai encore plein de questions, mais je pense qu'on va se les garder pour une autre fois, parce que sinon on va encore faire un épisode de 2 heures. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se mettre au scorage ou qui veut s'entraîner pour scorer? Est-ce qu'on peut télécharger des feuilles je me suis posé la question, si j'ai envie de scorer moi en regardant mes matchs MLB, est-ce que je peux télécharger des feuilles de scorage et me faire mon petit entraînement dans mon coin? Alors, on va faire un peu de la pub pour le site de la Ligue Île-de-France. Sur le site de la Ligue Île-de-France, vous avez la partie commission scorage et statistiques. Donc actuellement, il n'y a plus de commission scorage et statistiques, mais il y a un énorme boulot pendant 10 ans de fait. Donc il y a plein de documents dessus où on peut apprendre plein de choses. Il y a même des liens vers des vidéos, il y a des liens vers des matchs complets où justement vous pouvez télécharger la feuille avec le line-up et faire votre scorage, et vous pouvez trouver la feuille déjà scorée. Donc ça, c'est un bon entraînement. Et sinon, quand tu regardes des matchs MLB, il suffit d'aller après dans la box score et regarder play-by-play. C'est dans Plays, tu cliques dessus et tu as le descriptif. Donc tu n'auras pas une feuille de scorage remplie. De toute façon, leurs conventions de scorage sont pas les mêmes que les nôtres. Mais tu auras les actions, donc tu pourras voir s'ils ont scoré hit, erreur, voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, Aude. Je vais vous mettre, Mike, t'avais une dernière question ou je peux passer sur la transition et ensuite, donc tu me fais signe que non. Non, parce que j'avais 50 dernières questions, donc on fera un autre podcast. Pas de souci. Allez, je vous mets le dernier son de transition pour la dernière ligne droite. On se fait la petite conne, on se retrouve juste après. Were you trying to get crazy with this, say? Don't you know I'm loco? The fuck is with this guy? Who is he? On est de retour avec la nouvelle transition sur les conneries. On a déjà expliqué l'historique, on va pas revenir dessus. Et cette semaine, on avait donc Aude qui était notre invité et on lui a dit « Est-ce que tu peux nous faire une petite connerie en relation avec le scorage ?» Elle nous a dit oui, je peux. Et on a dit vas-y, mais ne sois pas gentil avec nous. Si on doit passer pour des blaireaux, on n'a aucun souci, on passera pour des blaireaux. Ouais, on le fait toutes les semaines. Exactement. Et donc du coup, alors déjà j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, moi j'aime bien les trucs un peu anecdotiques. Alors mais comme je sais que vous aimez bien aussi l'histoire de la MLB, vous allez sûrement pouvoir répondre. Est-ce que vous savez quel joueur sur une saison a été capable de marquer 29 points sans jamais passer une seule fois à la batte? C'est un peu vieux, mais... Ah, c'est un pinch runner. C'est un pinch runner, c'est sûr et certain. Qui est-ce qui a pu faire ça? C'est un peu vieux. Qui a pu faire ça? Ricky Henderson, il passait à la balle. Non, j'ai failli dire Ricky, mais je pense pas que ça soit lui. Qui est-ce qui a pu pincher comme ça pour aussi souvent et marquer 29 points?
Ah, tu me fais j'ai une petite non, j'ai une petite colle, je verrai pas. Vas-y. Alors un indice, il a même joué les World Series. Series du coup cette année-là. C'était en 74, c'est vieux, hein. Très Oh vieux. la vache. Bon, je l'aurais pas. Vas-y, c'est moi c'est mort, je Donc l'aurais c'était pas. les Pirates en fait qui ont eu l'idée d'aller recruter en fait c'était pas du tout un joueur de baseball, c'était juste un athlète qui courait les 100 yards et il a été du coup utilisé cette année-là juste pour ça. Ah, mais oui. Il s'appelle Herb Washington. Et en fait, donc il allait jusqu'aux World Series et ça a fait toute une polémique parce que les joueurs de l'équipe ne voulaient pas qu'il joue les World Series en disant mais c'est les baseballers qui peuvent jouer quand même. Et donc il est rentré sur le deuxième match où en fait l'équipe alors je connais très très bien ce match parce qu'en fait quand j'étais à Cherbourg on a eu la chance d'avoir Steve Oleczek qui a juste gagné la bague avec les Pirates. Donc il m'a beaucoup raconté les histoires des Pirates. Donc j'ai jamais vu les images mais rien que de l'entendre en parler, j'ai l'impression de les avoir vues. Et en fait donc ils le font rentrer en fait à un moment donné où en fait ils étaient menés donc 3-0 et en 9e manche, il y a une séquence où le starter qui était vraiment très très bon se prend un hit by pitch puis un double. Donc ils le sortent et le frappeur le lanceur de relève arrive et se prend un simple et donc derrière il y a 2 points. Donc on est à 3-2. Donc c'est les Dodgers en face. Et donc là, ils se disent, bon, peut-être que c'est le moment de mettre notre pinch runner. Donc ils attendent un peu, le frappeur d'après se prend un strikeout. Donc là, ils font rentrer Herb. Et en fait, Herb, il se fait prendre un méga pick-off en première, mais moche, quoi. J'ai jamais trouvé d'image. Et en fait, ça a confirmé pour les joueurs de baseball qui étaient là de dire, mais non, mais il sert à rien et tout. C'est le seul match de la série que les Pirates vont perdre, parce qu'il a gagné 4-1 cette année-là. Et en fait, l'année d'après, ils l'ont gardé pour quelques matchs, mais ils l'ont vite fait partir, en fait. Mais il avait quand même produit, il a quand même marqué 29 points et il avait volé 29 bases. Comme ça, je m'en souviens parce que c'est le même chiffre. Et voilà. Incroyable cette histoire. Et puis il a fait des émules, il y a eu d'autres joueurs comme ça après, mais maintenant plus dans les temps modernes, t'en as quelques-uns comme ça, qui sont connus parce qu'ils vont vite, mais pas forcément très très bons. Voilà, vas-y, on continue sur les petites questions où on n'a pas les réponses. Alors, la petite question, c'est un vrai faux. Alors, est-ce que notre président Didier Séminé est titulaire d'un diplôme de scorage à votre avis ? Non. Moi je dis non. Bah moi ça me surprendrait pas, si. Bah tout à fait, il fait partie de cette génération où dans les clubs, quand on avait un peu d'expérience, en fait on passait l'arbitrage et le scorage. Donc effectivement, il est au cadre de réserve, hein. Mais il est bien scoreur diplômé. Tu veux dire qu'il n'a pas scoré depuis longtemps ? Bah, il est président depuis trop longtemps, donc il peut pas tout faire, hein. C'est clair, il a plein d'autres activités. Alors, j'en ai encore une. Alors ça, moi, c'est une petite blagounette. Je sais pas si vous trouverez ça drôle, mais alors le Kalooking s'appelle comme ça parce qu'en fait, le frappeur regarde toujours l'arbitre après l'appel sur un Kalooking. Il faut qu'on te dise si c'est vrai ou pas. C'est plus une blague, mais oui, tu peux me dire si c'est vrai ou faux. Moi, je pense que c'est faux. Mais effectivement, à chaque fois que de toute façon tu le prends, tu regardes, tu fais sérieusement, ou même pour demander si c'en est un ou pas, juste pour attendre. Mais généralement, il y a l'appel qui vient, tu l'entends bien. Même quand tu le sais qu'il est justifié, tu regardes quand même. C'est ça, la rage du mec. Petit coup de pression, quoi. C'est sûr. Donc effectivement, c'est faux, c'est Kalooking parce qu'on estime que le batteur a regardé la balle au lieu de la swinger, mais quand même il regarde l'arbitre. Moi, je trouve que c'est quand même un peu justifié. Mais moi, généralement, à chaque fois que je me suis pris un Kalooké, franchement, hein, c'est que l'appel était mauvais. Moi, le pire, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris un cas swingé, l'appel était mauvais aussi. Alors une petite dernière. Alors, est-ce que KFC est une notation officielle de scorage? KFC. Ouais, K-Fielder's Choice. Non mais franchement, attends, franchement, je pense que tu pouvais pas l'inventer celle-là. Non, je crois que mais c'est strikeout et Fielder's Choice, c'est le 3e strike relâché et tu choisis de pas l'envoyer aux premières bases, non, c'est ça? Exactement. Oh, bien joué. Alors, je me félicite tout seul, hein, vous inquiétez pas, c'est normal.
Est-ce que c'est un truc que tu as scoré Alors souvent, en fait, les choix défensifs se notent pas de la même manière en premier niveau et dans les autres niveaux, parce que le choix défensif va se décliner en plusieurs choses. Donc en premier niveau, on peut en scorer assez régulièrement, mais en plus haut, au-dessus, en fait, le FC, il va désigner un choix défensif très précis, et la défense en fait va tenter de faire le retrait ailleurs, va pas y arriver et il y a pas d'erreur. C'est par exemple, j'ai un coureur en 2 et troisième strike relâché, le catcheur il arme le bras, il envoie en 3 mais trop tard. Il y a pas d'erreur et mon batteur coureur est en première. C'est la seule situation où on va noter un KFC. Donc c'est pas hyper fréquent non plus. C'est juste que c'est ma notation préférée sur les feuilles, c'est tout. J'ai une question qu'on a pas posée. Tu nous as dit que c'était différent la façon de scorer en Europe et en MLB. Est-ce qu'il y a quand même des signes qui sont internationaux? La feuille est pas la même quand t'es en MLB et quand t'es en Europe? Alors non, c'est pas les mêmes feuilles. Alors en fait, il y a une convention internationale pour donc tout ce qui est compétition internationale mais non professionnelle en fait, où du coup les scoreurs vont utiliser les mêmes notations. Et on doit bien respecter ça. Et après, en fait, en MLB et aux États-Unis de manière générale, il n'y a pas de codification précise. Les scoreurs ont le droit d'avoir un peu leur notation. Il y a un peu toujours les mêmes choses, mais par exemple, tu vas avoir des scoreurs qui vont mettre BB pour un base on balls et certains, mais c'est plus canadien, mais ça existe aussi en MLB, de mettre un W pour walk pour aller en première. Parce qu'en fait, le scorage n'a pour but que de produire des statistiques. Donc finalement, les notations, c'est plus un repère pour eux dans le match que vraiment le fait de produire les feuilles ensuite. Ce qui est un peu différent en Europe et dans les compétitions internationales qui sont hors milieu pro. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça, Aude. On aura appris vraiment plein de choses. Et puis je te remercie parce que c'était vraiment super de discuter, surtout de scorage, parce que c'est vrai que Mike, lui, il a fait une formation de scorage. Moi, comme je l'ai dit, j'ai appris à lire une feuille de scorage, mais je sais pas la remplir. Donc bon, maintenant, il me reste encore tout à faire. Et c'était super de pouvoir discuter de ça avec toi. Et quand je disais qu'on avait encore plein de questions, mais on le savait de toute façon en préparant l'épisode, on s'est dit, mais on n'aura jamais assez, mais même 1h30, ça nous suffira pas pour lui poser toutes les questions qu'on veut. Donc je pense que en fait, on prend rendez-vous là maintenant, cette fois-ci, pour une prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Ah non, mais c'est clair pour plus tard, et on pourra le faire même avec une quatrième voix si t'as un conseil à nous donner, Aude, ou un sujet que tu voudrais vraiment évoquer et sur lequel on pourrait discuter. Ça peut être extrêmement intéressant. En tous les cas, merci parce que tu nous as éclairé. Je pense que t'as éclairé aussi les auditeurs sur pas mal de sujets et sur l'importance que revêt le travail le travail du scoreur. Donc c'était vraiment très enrichissant comme épisode. Encore merci de ta disponibilité. Merci à vous d'avoir parlé d'un sujet dont on parle rarement quand même, faut être honnête. Donc merci de m'avoir donné l'occasion de parler avec vous. Eh ben non, mais avec plaisir, et je te promets qu'on te redonnera l'occasion de rediscuter avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note, un commentaire, ça nous aide toujours à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, je te pose la question habituelle, je sais pas ce que tu vas me répondre, puisque des fois juste pour m'emmerder tu me dis non, mais on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine. À coup sûr, Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine, mais n'empêche que vous pouvez toujours aller écouter l'épisode 5 des bénévoles de base sur nos amis des Grizzlies de Grenoble, qui est disponible dans le podcast spécial bénévoles de base. Donc allez-y, abonnez-vous, likez, partagez et écoutez ça parce que c'est un excellent. Ouais, et puis les épisodes bénévoles de base de 1, 2, 3 et 4 sont dispo aussi, et ils étaient très bons. Vous pouvez les écouter ou les réécouter, ça sera super. Encore un grand merci à vous deux d'avoir été présents ce soir pour cette émission. Je vous fais, Aude, je te fais, même si c'est de loin, je te fais quand même des gros bisous comme ça, c'est sûr que je vais pas te filer mes microbes, je suis beaucoup trop loin par caméra interposée, il n'y a pas de problème. Mike, je sais que t'aimes pas ça, mais je t'embrasse quand même. Et puis je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, ciao. As you said, Barrett was in a really good place to make the call, and I mean, he's right over the top of that right-hand corner, what you're talking about. And now the call is, he is safe! They say he is safe, and the Phillies have the lead 7-6 as the umpires do not overturn the call.